Alors, salam alaikum, merci d'abord pour l'invitation. Alors, c'est une présentation pratico-pratique. On va essayer d'être dans la pratique, quoique la présentation précédente. Alors, l'intitulé est direct, place de la famotidine en officine. D'abord, on va voir la famotidine, c'est un antisécrétoire. Un petit rappel sur la physiologie de la sécrétion gastrique acide. Au niveau de l'estomac, on a des cellules, la cellule pariétale, que voici, qui va... Ça marche comment? Voilà. Donc la cellule pariétale va sécréter les ions H+, par deux protéines au niveau du pôle apical, une pompe qui est une ATPase H+, K+, et une pompe, un sympore K+, Cl-. Et ça va donner HCl au niveau de l'estomac. Alors les cibles, quand on veut, dans toutes les maladies où on veut réduire la sécrétion gastrique acide, on pourra agir directement sur cette pompe-là par les inhibiteurs de la pompe à protons, tamponner l'acidité gastrique par les antiacides, agir sur le récepteur H2 de l'histamine pour bloquer ce récepteur et donc ce récepteur-là et donc bloquer la sécrétion gastrique acide, c'est la famotidine. Alors la question qui m'est posée, c'est au niveau de mon officine, puisque c'est un symposium dédié pour les pharmaciens, quelle est la place de la famotidine et comment je peux conseiller la famotidine en officine avec une sécurité, efficacité pour le patient. La première indication que je vais détailler, c'est le reflux gastro-œsophagien occasionnel qui va nécessiter le traitement à la demande. Et on va voir. Deuxième situation que vous êtes confronté en officine, c'est l'effet rebond des inhibiteurs de la pompe à protons. Je vais expliquer ce que c'est. Le reflux gastro-œsophagien nocturne. Et enfin, peut-on prescrire ou conseiller la famotidine pour la femme enceinte? Alors, c'est quoi le reflux gastro-œsophagien et c'est quoi le reflux gastro-œsophagien occasionnel? Là, vous voyez que le conseil en officine, c'est là où se situe la majorité des patients qui ont ce problème de reflux gastro-œsophagien acide. Alors, ça ne marche pas. En attendant que ça marche, c'est quoi un reflux gastro-œsophagien? C'est la remontée du contenu gastrique dans l'œsophage. Et étant donné que ce contenu est acide, cette acidité va agresser l'œsophage et va entraîner des symptômes et ou des lésions. Vous pouvez faire marcher, s'il vous plaît. Je ne vais pas. D'accord, merci. Donc je n'utilise pas le laser, c'est ça? Voilà. Voilà. Donc il y a deux symptômes, le pyrosis, les régurgitations. En officine, c'est quoi un pyrosis? C'est le malade, c'est des brûlures rétrosternales ascendantes aggravées par l'antiflexion. Deuxième symptôme, c'est les patients qui vous disent « j'ai du liquide qui remonte dans l'œsophage ». Du liquide qui remonte spontanément dans l'œsophage, du liquide acide. Eh bien, un malade qui a ou du liquide qui remonte, on a posé le diagnostic de reflux gastro-œsophagien et donc c'est un diagnostic fait par l'interrogatoire, par l'anamnèse et c'est un diagnostic clinique. Donc la deuxième question qui va se poser en officine, est-ce que ce patient, je peux conseiller directement un traitement ou bien je dois l'adresser chez le médecin? Et donc pour répondre à cette question, dois-je explorer le patient? L'exploration, c'est la fibroscopie, c'est l'endoscopie digestive haute. Et donc, cette question, les questions à poser au malade, c'est la recherche de signes d'alarme. Donc le malade, il a un pyrosis
ou il a des régurgitations, est-ce qu'il a de la dysphagie, de l'odynophagie, est-ce qu'il a de l'anémie, est-ce qu'il a du saignement, et à droite, est-ce qu'il a des signes qui me prédisent que ce patient-là pourra avoir quelque chose qui prédispose au cancer de l'œsophage. Si j'ai plus de 2 facteurs, je dois faire l'endoscopie. C'est le sexe masculin, c'est le tabagisme, c'est l'obésité, les patients qui ont du reflux de façon chronique ou bien les patients qui ont des antécédents familiaux. Alors, ça donne quoi en officine? Quel est votre âge? Donc, je dois poser le minimum de questions. Est-ce que quand vous mangez, il y a un accrochage des aliments? Est-ce que quand vous avalez, ça vous fait mal? Est-ce que vous avez du sang? Est-ce que vos selles sont noires? Le noir, c'est du sang digéré, c'est le méléna. Est-ce que vous vomissez du sang? Est-ce que vous vous traitez pour une anémie? Ou est-ce que vous avez subi une intervention pour l'estomac? Ou est-ce qu'il y a des patients, des parents à vous, qui ont été opérés pour l'estomac? Parce qu'on ne peut pas dire, est-ce que vous avez du cancer dans la famille? Ça serait très brutal. Alors, si c'est négatif, donc, je pourrais traiter le patient en officine. Donc, le pourquoi on doit poser ce minimum de questions? Parce que le reflux gastro-œsophagien, ça peut donner de l'inflammation de l'œsophage, ça peut donner des lésions, et ça s'appelle œsophagite. Les œsophagites, ce que vous voyez en haut, c'est des lésions non sévères. Ce que vous voyez en bas, c'est des lésions sévères. Si vous envoyez le patient à faire une fibroscopie, le gastro-entérologue va classer les lésions en fonction d'une classification qui s'appelle classification de Los Angeles. Mais surtout, ce que je redoute, c'est que ce reflux-là donne ces complications qui sont rares, mais qui peuvent être graves. C'est-à-dire, ça peut arriver en bas à droite, c'est du cancer. À gauche, c'est de la sténose, de l'hémorragie, de l'ulcère, ou en haut à droite, c'est l'endobrachéosophage qui prédispose au cancer. Ça veut dire finalement, en officine, un malade qui a des brûlures, s'il n'y a pas ces signes d'alarme, il n'a pas besoin d'endoscopie, donc on va passer directement à l'étape conseil. Et la première situation, de loin la plus fréquente, que vous allez voir très souvent pendant la période du Ramadan, c'est les sujets qui ont des symptômes typiques, ça veut dire pyrosis et ou régurgitation, qui n'ont pas de signe d'alarme et qui ont des symptômes occasionnels. Symptômes occasionnels, ça veut dire qu'ils ont moins de 2 épisodes ou moins par semaine. Eh bien, ces patients-là ont besoin d'un médicament à action rapide, efficace, et là, on a des IPP, les inhibiteurs de la pompe à proton, qui ont une action puissante, mais qui ont une action retardée. C'est la meilleure indication de la famotidine en pratique et en gestion d'officine. Et là, vous avez les 2 formes. Idéalement, ça sera donné le soir au coucher, sachant que les IPP marchent moins bien la nuit parce que le corps fabrique les pompes à proton pendant qu'on dort le soir. Et donc, la prise au soir au coucher va prévenir les symptômes qui vont survenir après la période Tashur ou pendant la journée du Ramadan. Et donc, là, c'est vraiment la meilleure indication de la famotidine. La famotidine, un bref rappel, ça bloque le récepteur H2 à l'histamine. Et donc, les avantages, c'est que la prise, contrairement aux IPP, la famotidine, l'efficacité n'est pas dépendante du repas. Alors que les inhibiteurs de la pompe à proton, on va les prendre 30 à 60 minutes avant un repas, ce qui n'est pas très pratique, notamment pendant la période du carême, pendant la période Haftar. Pour l'impatient, c'est à 30 à 60 minutes, ce n'est pas très pratique. Deuxième avantage, c'est que l'action est rapide, elle est plus rapide par rapport à celle des IPP. Et la famotidine, on a 2 dosages, le 20 mg, le 40 mg. Dans votre pratique, vous pouvez avoir les 2 attitudes, soit commencer par le 20, et si ça ne donne pas, monter au 40, soit d'emblée essayer le 40 et puis descendre au 20 mg. Alors,
en officine, vous faites du conseil, eh bien, les patients, quels sont les facteurs de risque du reflux? De loin, le facteur de risque le plus fréquent et le plus important, c'est le surpoids, obésité. Et donc, si on peut donner du conseil aux patients à réduire le poids, ça va réduire la consommation en médicaments. Deuxièmement, le tabac, alcool. Il ne faut jamais hésiter à dire à quelqu'un d'arrêter le tabac parce que ça donne, c'est la journée cancer, mondiale cancer, et l'un des facteurs les plus importants qui prédisposent au cancer, c'est le tabac. Les autres éléments, surélévation du bord du lit et l'augmentation de l'intervalle entre le dîner et le coucher, on ne dort pas juste après le dîner, ça favorise le reflux. Et les patients qui ont du reflux la nuit, on leur dit plutôt dormez sur le côté gauche plutôt que sur le côté droit. Généralement, on conseille de dormir sur le décuple latéral droit, mais pour les patients qui ont du reflux, c'est plutôt le contraire. Alors voilà cette étude qui montre clairement que le fait de réduire le poids va réduire la consommation en médicaments pour traiter le reflux. Pour le reflux nocturne, là vous voyez clairement la deuxième question qui se pose en pratique, les patients qui sont sous IPP ou les patients qui ont du reflux nocturne. Eh bien, la famotidine donne mieux que les IPP pour traiter le reflux nocturne. Et là, vous voyez l'étude entre IPP double dose et IPP plus famotidine, ça donne mieux sur le reflux nocturne, sur les épisodes où le patient se réveille la nuit et sur la qualité du sommeil. Là, une deuxième étude qui dit la même chose et l'efficacité est maintenue plus de 6 mois. Donc, en pratique, pour le reflux nocturne, les patients qui vous disent « j'ai été mis sous traitement et malgré tout, je me réveille la nuit », eh bien, la famotidine, le soir au coucher, ça donne très bien chez ces patients. Alors, l'effet rebond des IPP. Là, vous avez des patients qui vont vous dire, sans rentrer dans la physiologie, les IPP, ça bloque la sécrétion gastrique acide et ça va entraîner une multiplication des cellules pariétales qui fabriquent l'acidité gastrique. Eh bien, les patients qui sont mis sous IPP plus de 8 semaines, dès l'arrêt des IPP, il y a un effet rebond de la sécrétion gastrique acide et donc ils vont refaire des symptômes. Et dans les recommandations, sans rentrer dans les détails de la physiopathologie, dans les recommandations des sociétés savantes, quand on prend des IPP au long cours et quand le patient veut arrêter les IPP au long cours, il ne doit jamais les arrêter brutalement, il les arrête de façon graduelle, 1 jour sur 2, 1 jour sur 3, ou bien la deuxième option dans les recommandations, c'est de basculer vers les anti-H2, pendant une période de 2 à 4 semaines pour arrêter les IPP par la suite. Parce que prendre les IPP plus de 3 mois, on va avoir cet effet rebond et c'est un effet qui est complètement prévisible. Est-ce que les IPP, est-ce que je peux les prescrire chez la femme enceinte? La réponse est clairement oui. Chez la femme enceinte, on va aller à la stratégie graduelle, règles hygiéno-diététiques, antiacide alginate, anti-H2, et s'il y a échec, on bascule vers les IPP. Même si dans la RCP du médicament, on va vous dire précaution, dans la pratique, vous allez sur le site le CRAT, là vous avez une étude très récente qui montre l'innocuité de la famotidine, puisqu'on voit sur cette cohorte que ça ne donne pas de malformation par rapport au sujet contrôle pour le premier trimestre de la grossesse, donc on peut la prescrire quel que soit l'âge de la grossesse. Et si on a une hésitation, on va sur le site le CRAT, et dédié à la femme enceinte et la femme qui allait, et ça vous dit clairement qu'on peut le prescrire chez la femme enceinte, quel que soit l'âge de la grossesse, et chez la femme qui allait. Et si on a une femme qui est enceinte, affolée parce qu'elle prend de la famotidine, vous allez la rassurer quant au risque malformatif. Si la femme a des symptômes de reflux, on peut prescrire de la famotidine. Dans ce cas-là, il vaut mieux commencer par le 20 et remonter au 40. Si le 20 donne, je maintiens le 20. Si ça ne donne pas, je remonte au 40 dans les deux cas. Deuxième indication, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, chez le sujet plus de 65 ans,
s'il a des facteurs de risque, antécédents d'ulcère compliqués ou non, si avec l'anti-inflammatoire, il prend des antiagrégants plaquettaires, s'il prend des corticoïdes, s'il prend des anticoagulants, systématiquement, lorsque vous donnez un anti-inflammatoire non stéroïdien, vous donnez une couverture antisécrétoire, IPP ou famotidine. On va voir les recommandations. Alors, pour la prise d'antiagrégants plaquettaires, vous recevez des ordonnances dans l'officine, systématiquement, 2 antiagrégants plaquettaires, il faut un antisécrétoire obligatoire, qui sont sous aspirine, clopidogrel. Systématiquement, antiagrégants plaquettaires plus corticoïdes, antiagrégants plaquettaires plus INS, antiagrégants plaquettaires plus anticoagulants. Obligatoirement dans l'ordonnance, on va avoir un inhibiteur de la pompe à proton. Est-ce que la famotidine fait aussi bien? On va le voir. Alors, ça, c'est des études comparatives, famotidine et INS, qui a comparé la famotidine avec l'onzoprazole. Certes, les inhibiteurs de la pompe à proton, ils ont une supériorité, mais on peut prescrire la famotidine. Dans cette étude, il y a une égalité d'efficacité entre les deux. Une deuxième étude qui a comparé l'efficacité de la famotidine par rapport à un autre IPP qui est le rabéprazole, et ça donne des mêmes taux d'efficacité dans les deux groupes. Mais globalement, dans ces situations, les inhibiteurs de la pompe à proton sont privilégiés par les sociétés savantes. Alors, est-ce qu'il y a une interaction entre famotidine et clopidogrel? Puisque vous savez que le clopidogrel est une prodrogue, il doit être activé au niveau hépatique par la cytochrome P450 pour passer à sa forme active, et les inhibiteurs de la pompe à proton passent par la cytochrome P450, et donc théoriquement, il y a une baisse d'efficacité du clopidogrel, de l'action antiagrégante. Et donc, dans cette étude, ils ont comparé l'interaction de la famotidine et de l'ésoméprazole avec le clopidogrel, et les deux n'interagissent pas avec la cytochrome P450, et donc on peut les prescrire sans aucun problème. Et donc je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions si j'ai du temps pour ça.